Et on passe à côté de l'authenticité. Parce qu'être authentique, c'est aussi une recherche permanente. C'est pas un fait comme ça qui est donné. On amène à dire que quelquefois, on peut être complètement sincère en étant parfaitement authentique. Voilà. Je crois que c'est ça. Et c'est cette dimension du travail de l'écriture qui, pour moi, fait la différence. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, on doit trouver cette conjonction entre ce que l'on vit et une forme qu'on va élaborer, une forme d'écriture. Et là, peu importe la forme d'écriture. René il disait, c'est pas la forme de l'écriture qui compte, c'est ce qui est dit, et cette conjonction-là, entre une écriture et la parole personnelle, la parole d'un individu qui ne sera pas celle d'un autre. Moi, c'est ça. Je pense que c'est important de l'entendre. Surtout en poésie. Olivier Rougerie, vous êtes, enfin, je ne vais pas vous attribuer le qualificatif d'héritier, mais vous l'êtes de fait. Est-ce que vous pouvez, on ne va pas vous demander des choses trop intimes sur votre père, parce que c'est pas le lieu, et puis on respecte aussi ce lien que vous avez eu avec lui, mais vous êtes quand même, en quelque sorte, celui qui continue l'œuvre typographique. Vous avez appris la typographie avec lui? Oui, oui, je l'avais. Enfin, bon, il faut dire que. Vous avez repris exactement les mêmes fonctions. Ah oui, vous reprenez la totalité de l'héritage. Oui, pour l'instant. Oui, là, je viens de finir d'imprimer. Alors, je suis moins habitué à la machine que mon père et Yves Prier, donc j'appelle souvent Yves pour lui demander quelques renseignements. Mais là, je viens de sortir un livre, un gros livre, à 120 pages, de Guy Alix. Non, je pratique exactement pareil, mais je dois dire, ça fait quand même 35 ans que je travaillais avec lui. Hein. Donc c'est une très ancienne complicité. Et bon, là, j'ai eu beaucoup de mal du reste à regarder le film, parce que c'est encore cette complicité, c'était tous les jours à l'atelier. On se répartissait les tâches et on était souvent à côté des machines à coudre, machines à imprimer, façonnage pour coller des livres. Et on prenait souvent un quart d'heure pour discuter, même pour plaisanter, parce qu'il aimait bien les anecdotes. Donc ça fait un grand vide, hein, si je puis dire maintenant. Mais là, je continue et je suis très heureux, au contraire, d'être dans l'atelier. Sa présence est très stimulante. Non, je continue de la même façon. La seule chose, c'est que comme on a eu cette chance d'être deux, ça c'est assez important pour pouvoir ensuite, essayer d'en faire vraiment notre seule activité. Donc c'est vrai que j'ai plutôt assumé la partie diffusion. Oui. Hein, j'assurais plutôt, sauf la Bretagne. Voilà, la tournée des libraires, sauf la Bretagne, qu'il se réservait et qu'il s'est réservé jusqu'au dernier moment. Mais il m'arrivait, mais il était tellement, j'allais dire un terme, il y avait un rapport très sensuel, très amoureux avec sa machine. Le livre le dit, il lui avait donné un nom de dame. Il n'aimait pas beaucoup me la prêter. Rappelez-nous le nom? Gisèle. Gisèle. Oh, je peux dire l'anecdote. Pourquoi quand même? Oui, parce qu'on était dans un atelier, François Perche a bien connu, rue des Sapeurs à Limoges, et mon père disait c'était vraiment une petite rue, une petite ruelle, il n'y avait pas l'espace pour une voiture qui montait, vraiment une rue à la Balzac. Hein, il avait pensé, Balzac imprimeur. Et dans cette rue, il y avait des petits artisans, comme on les imaginait autrefois. Il y avait un serrurier, et donc il y avait l'atelier. Et dans l'atelier, il y avait deux parties. En haut, il y avait une secte plutôt, enfin une secte, dont une secte religieuse quand même, originaire de Suisse, dont les Amis de l'Homme, j'ai oublié le nom. Et il y avait une maison de passe. Et alors donc un jour, un brave paysan qui avait l'habitude de venir fréquenter la petite gare, il y avait une petite gare qui desservait les petites villes autour de Limoges qui étaient vraiment à 500 mètres. Et un jour, un brave paysan est arrivé et il est rentré dans l'atelier de mon père. Et il a été un petit peu étonné de voir cette vieille machine, cette grosse machine énorme. Et mon père, et il lui a demandé où était Gisèle. Voilà, depuis, bon, c'est une... donc, alors il m'avait fait voir, quand il avait des problèmes sur la machine, il aimait bien que je vienne l'aider, que je le fasse, que je résolve le petit incident qu'il y avait technique, mais dès que ça allait bien,
Gisèle était pour lui, et là, je devais me contenter d'autres machines, mais pas de Gisèle. Pas Gisèle. Mais enfin, bon, il m'avait montré quand même l'essentiel, et grâce à Yves Prier, pour des petits détails qui sont parfois fort importants. Non, mais j'avais déjà fait quelques découvertures, j'avais fait quelques feuilles, donc non, j'étais habitué, mais pas autant que lui, parce que c'était lui qui quand même... J'ai envie de vous demander aujourd'hui, quand vous recevez, parce que vous en recevez évidemment tous les jours, des manuscrits, d'abord comment trouvez-vous le temps, ou comment trouvait-il d'ailleurs lui aussi le temps, comment ça se... c'est un travail considérable de faire les livres. Oui, c'est vrai. Et d'autre part, est-ce que, j'allais dire, vous avez fait beaucoup de choix ensemble, j'imagine. Oui. Est-ce que vous vous sentez porteur d'un esprit, et lequel, et c'est peut-être difficile à définir, mais alors pour dire, comment faites-vous pour choisir un auteur nouveau? Alors, il y avait tout simplement un envoi par la poste. Oui, bien sûr. Alors, on le sait. Voilà, donc là, le matin, c'est... on est dans un petit bourg où le facteur accepte encore de sonner et de rentrer dans la maison, nous apporter le courrier. Il y a une dimension auquel on tient, c'est pas seulement dans la boîte aux lettres. Et il nous remet donc les manuscrits. Et c'est un moment que mon père aime bien, ouvrir les manuscrits. Là, à la différence de quelqu'un qu'on aime bien, je pense à Louis Dubost, qui a pris une autre position, qui a dit non... Éditeur du Débleu. Du Débleu. Non, et qui a écrit des choses très sévères sur oui, bon, mais la légèreté des auteurs. Bon, je ne dis pas qu'il est entièrement tort, mais... Qui envoie des manuscrits de façon irréfléchie. Alors, là, depuis 10 ans, il y a eu de nouveaux auteurs. Voilà. C'est une lecture qui est arrivée donc, par la poste. Et le matin, j'avoue, bon, c'est un détail, mais au petit déjeuner, c'est un moment agréable de pouvoir feuilleter des manuscrits. Alors, bon, sur ce qu'on reçoit, beaucoup sont hors la littérature. Il y a tous ceux qui veulent refaire le monde, enfin bon, etc., etc. On n'est plus du tout dans le domaine de l'écriture. Donc là, c'est quand même vite lu. Après, c'est comme tout à chacun, on a une certaine expérience depuis le nombre d'années, donc on voit bien dans une première lecture, rapide, mais même sur... on voit si c'est une écriture qui va nous accrocher. Et c'est dans un deuxième temps qu'on va relire. Mais là, dernièrement, je sais que Jean-Pierre les connaît, parce que bon, ils sont de la région de Clermont, il y a Emmanuel Flory. Bon, c'était un jeune auteur à l'époque, il était encore étudiant, il l'a envoyé par la poste. Donc voilà, c'était tout à fait encore faisable. Là, dernièrement... Je voulais que ça soit dit, c'est ça. Oui, voilà. Non, c'est encore un plaisir. Alors après, il y a des moments comme tout à chacun, certaines journées, certains jours, on n'a pas la même disponibilité, mais on tient toujours à lire les manuscrits à réception. Alors vous avez parlé de Louis Dubost et de son coup de colère. Son coup de colère qui est très intéressant. Votre père aussi était un polémiste et il a écrit ce livre, La Fête des ânes, qui reste un pamphlet contre l'état de l'édition, de la librairie, une sorte de coup de colère. J'aimerais demander à nos participants, si vous l'avez lu, évidemment, est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Parce que c'est un livre qui date il y a déjà... 1985. 85, donc ça fait 25 ans environ. Et alors un quart de siècle plus tard, est-ce que c'est toujours valable? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui s'est accompli dans ces prophéties un peu colériques, mais c'était un coup de colère intéressant. Sain, et alors là, sain, voilà. Oui, très sain, et je dois dire que l'expérience que j'ai aujourd'hui de diffusion, puisque je passe par un diffuseur-distributeur, m'amène à dire que René avait parfaitement raison et qu'on va revenir à cette notion de distribution artisanale. Ça, c'est une chose, parce que devant la masse de livres que reçoivent les libraires ou que sont obligés de présenter les représentants en 1 heure dans un libraire, il est extrêmement difficile que les nôtres soient vus, soient distingués, et je n'en cause personne, c'est un fait. Deuxième chose moi, qui me frappe, et là encore, dans La Fête des hommes, pour moi, il a vu juste et très longtemps avant d'autres. Et je renverrai au livre de André Chiffrine, l'édition sans éditeur, où André Chiffrine, par son expérience, arrive exactement au même point de vue. C'est-à-dire qu'il dit, il le dit d'une façon très claire, il dit l'édition de littérature devient un samizdat dans notre société commerciale, avec une censure qui est celle du commerce, qui est celle du libéralisme.
Et je crois que la René posait déjà toutes ces questions-là. Pour moi, malheureusement, dans un certain sens, rien n'a changé.